Au micro de France Raconte du blog Livraison de mots. Ils vont nous parler de La fin des idoles, dernier roman, qui était d'ailleurs dénommé Au prix filigrane de Léviger. Donc voilà, je vous souhaite une belle rencontre. Merci Frédéric. Donc bonsoir à tous, je suis très ravi d'accueillir Nicolas Caudemet ce soir pour parler de La fin des idoles. Bonsoir à tous. Alors parmi le public, j'imagine que certaines personnes n'ont pas lu le roman. Je voudrais que Nicolas, vous réussissiez à convaincre les personnes à acheter le bouquin et le lire. Alors c'est un roman qui a eu la chance d'avoir beaucoup de jolies critiques, alors, évidemment surtout en France parce que je suis français, mais il a été quand même, il y a eu des coups de cœur ici, notamment sur RTBF la première et puis RTBF Culture. Donc c'est un roman qui est très contemporain, qui aide à comprendre notre société envahie d'écrans, de marques, de réseaux sociaux. Et l'héroïne, c'est une jeune femme, elle a souffert de ce monde-là depuis l'enfance pour des raisons liées à ses parents. Du coup, elle a fait des études poussées de psychologie pour essayer de comprendre pourquoi il y a tous ces gens qui perdent leur temps devant YouTube à regarder des vidéos de chats. Pourquoi il y a tant de jeunes femmes qui font des régimes tout le temps à s'affamer pour essayer de ressembler à des starlettes photoshopées anorexiques, tout ça à la révolte tellement l'héroïne qu'un jour elle décide de tout essayer pour renverser le système médiatique de l'intérieur. Et donc pour ça, elle va infiltrer une petite chaîne de télévision et elle va y créer des fausses émissions de télé-réalité, des fausses, parce que son objectif, c'est de faire prendre conscience aux participants et aux téléspectateurs de quelle manière ils sont manipulés par les marques, les médias, les réseaux sociaux, et comment, grâce à la psychologie, ils pourraient s'en libérer, se révolter pour être beaucoup plus heureux. Voilà, donc il y a plein de rebondissements, une intrigue est entonnoir, un peu ludique, un peu polar, ça mélange les genres, mais bon. Donc il y a beaucoup de thèmes dans votre roman. On parle de psychologie, d'écran, de médias. Il y a aussi l'amour, inévitablement, qui est là. Un peu dysfonctionnel. Il y a aussi la maladie, mais surtout une obsession. D'ailleurs, ce mot fait partie d'une émission télévisée qui est imaginée au début du roman. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces émissions imaginées? Alors, l'émission qui a introduit le roman, c'est une émission qui s'appelle Obsession Célébrité, en fait, qui vise à guérir les participants de leur obsession pour la célébrité. Donc en fait, les participants rentrent dans l'émission en croyant que le gagnant va pouvoir devenir hyper célèbre, comme souvent dans les émissions de télé-réalité. Mais en fait, l'objectif qui leur n'a pas été complètement dit, c'est de tenter de les guérir de cette obsession. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est une émission qui est inspirée par des émissions réelles. Par exemple, en France, il y a une émission qui s'appelait sur TF1 qui s'appelait Carré VIP, et dans lequel on mettait en concurrence des anciennes stars de télé-réalité et des anonymes, et les anonymes devaient espérer devenir plus célèbres que les autres stars. C'est aussi une émission dans laquelle il y a beaucoup de dilemmes psychologiques, et ça s'est inspiré de Dilemme, qui était sur W9 en France aussi. Et c'est aussi inspiré d'une émission américaine qui s'appelle Celebrity Rehab sur Viacom. Et là, l'objectif de Celebrity Rehab, qui a existé pendant 5-6 saisons aux États-Unis, c'était de guérir d'anciennes célébrités qui étaient tombées dans la détresse psychologique, qui étaient devenues addictes, accros à l'alcool, aux drogues, qui étaient devenues obèses, qui allaient très très mal, et qui étaient soignées en direct par un psychiatre. Et voilà, et ça n'a pas... il y avait beaucoup d'audience, mais les thérapies ne fonctionnaient pas si bien parce que je crois qu'il y a eu une des célébrités qui a fini par se suicider suite à la thérapie du psychiatre. Donc l'émission s'est arrêtée. Voilà. Alors vous écrivez, les médias exacerbent en permanence le désir d'être connu. Oui, je crois qu'en fait, au fondement de notre société médiatique, il y a ce désir de reconnaissance. On est envahi d'écrans et de publicité. Et dès qu'on fait un pas dans la rue, on voit des célébrités qui sont sur des affiches. À la télé, on voit des stars. Sur Instagram, on voit des célèbres booktubers. Et donc, ça donne envie à chacun aussi d'être reconnu. Et quand on est adolescent, on se dit, finalement, c'est facile d'être célèbre, de gagner bien sa vie, d'avoir des photos magnifiques, de faire des voyages. Et donc, c'est un peu le rêve de tous les adolescents. Moi, quand j'étais ado, j'avais aussi envie de ça parce que je voyais sur MTV des stars de l'équipe. Je me disais, moi aussi, j'ai envie de devenir une star de la chanson. Et puis, en fait, quand on passe à l'âge adulte, on se rend compte que c'est pas
c'est pas possible, il y a un petit côté frustrant. Et puis il y a certaines personnes qui sont tellement frustrées qu'elles passent pas à ce cap-là de l'âge adulte et qu'elles restent dans cette quête effrénée de célébrité. Et c'est pour ça qu'on a autant de candidats de télé-réalité dans toutes les émissions. Enfin, à chaque nouvelle émission de télé-réalité, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de candidats. Et donc ça montre bien qu'il y a cette espèce d'obsession, de désir de reconnaissance. Et tout ça est exacerbé, évidemment, par les publicités, c'est le fondement de la pub, par les marques et par tous les médias. Et vous pensez réellement que tout le monde pense un jour à être connu? Je crois qu'à l'adolescence, on a tous, même si on n'ose pas l'admettre ou se l'avouer, on a tous rêvé d'être célèbres parce qu'on a tous eu des stars qu'on aimait quand on était ado et on s'est tous dit ah mais si j'étais comme ça, ce serait génial quoi. Et après, évidemment, on se rend compte que c'est pas possible ou c'est réservé à une personne sur un 10 000, 1 million. Enfin, et donc, les gens passent à autre chose, heureusement. Mais oui, je pense qu'au moins à l'adolescence, on a tous eu une petite envie, même des gens qui ne la mettront pas. Alors, vous rapprochez la télé-réalité de la psychanalyse. C'est assez opposé. Enfin, on n'imagine pas ces deux thèmes dans un roman et encore moins dans la vraie vie. Quelle était votre volonté en écrivant ce premier roman? Alors en fait, c'est pas si opposé que ça, parce que dans toutes les émissions de télé-réalité, il y a des psychiatres qui sont mandatés par la chaîne pour veiller au bien-être des participants. Et je me rappelle que pour l'émission de Love Story, il me semble que c'était un psychanalyste qui était mandaté, qui était psychiatre et psychanalyste. Et pour les ancêtres des émissions de télé-réalité, je me rappelle qu'il y avait une émission assez connue qui s'appelait Psy Show, alors ça remonte aux années 80, et qui est quand même un des ancêtres de la télé-réalité. Et c'était présenté par un psychanalyste qui s'appelait Serge Leclerc et qui lui-même était un ancien disciple de Jacques Lacan. Donc pour vous dire que c'est pas si éloigné que ça, la télé-réalité et la psychanalyse. Voilà. Donc, et alors moi ça m'intéressait d'avoir une thématique très psychologique parce qu'en fait l'héroïne, comme je vous ai dit, elle a fait des études poussées de psychologie et elle plutôt de psychologie scientifique et même de neurosciences pour essayer de comprendre pourquoi il y a tous ces comportements, tous ces excès et aussi toute cette souffrance, qui dérive en troubles du comportement parce qu'on a une explosion des troubles de l'addiction aux écrans, de l'anorexie, de la boulimie. En fait, c'est quand même des maladies contemporaines qui sont liées à l'histoire de notre société médiatique. Donc le personnage principal qui s'appelle Lynn, elle veut comprendre ça d'une façon scientifique et elle veut essayer de changer ça grâce aux neurosciences. Elle veut même contrer les techniques de neuromarketing qui sont utilisées par Facebook, par Google, par Coca-Cola. Parce qu'il y a des techniques de neuromarketing très puissantes qui sont utilisées pour nous scotcher le plus longtemps possible devant les écrans. Et donc elle, c'est une espèce de David contre Goliath. Elle veut infiltrer un petit média pour faire vaciller les grands médias et elle veut utiliser les neurosciences pour faire vaciller les grandes marques qui utilisent le neuromarketing. Et du coup, pour avoir un équilibre dramatique et puis aussi une autre perspective par rapport à cette psychologie plutôt scientifique, je trouvais ça amusant d'avoir un personnage complètement opposé qui lui est un vieux monsieur extrêmement brillant, donc un vieux psychanalyste qui ressemble à un petit côté Gérard Miller mais aussi Jacques Lacan, voilà, et qui lui déteste les neurosciences parce qu'entre analyse et neurosciences, ça fait pas bon ménage. Et donc ça donne pas mal de situations assez cocasses. Et surtout, ça donne une autre vision du monde, une autre vision des médias que je trouve intéressante. Et donc c'est à la fois un roman où on s'amuse et en même temps, ça fait réfléchir et ça donne vraiment des clés de compréhension de notre société contemporaine. Et des clés qui sont assez inédites, voilà, qui ne sont pas forcément développées partout, donc qui donnent une vision assez originale et je pense, j'espère en tout cas assez instructive et en même temps amusante. La fin des idoles fait en effet réfléchir, comme vous dites. D'ailleurs, à un moment donné, vous comparez vos candidats des émissions à des cobayes. En parallèle, vous dites qu'on peut tous ressembler à ces candidats. Est-ce que cela veut dire que nous sommes tous des cobayes dans le fond? Je sens le sophisme, le piège. Je crois que la télé-réalité, et même l'origine de la télé-réalité, je crois que c'était en Hollande, hein, les premières émissions avec John Demol, tout ça, c'était conçu comme des expériences de psychologie filmées. Donc c'était vraiment conçu comme des émissions où on mettait des cobayes. Donc voilà, c'est un peu l'origine de tout ça. Et oui, donc les personnes qui acceptent de tourner dans ces émissions, d'être filmées 24 heures sur 24, oui, d'une certaine manière, ils jouent un petit peu ce rôle-là. Alors, tout le monde, non, parce qu'on n'est pas tous filmés 24 heures sur 24,
Mais tous ceux qui acceptent ça, oui. Alors on voit beaucoup de publicité, on a parlé au début de la rencontre. Il y a des canaux de beauté qui sont présents partout. Selon vous, le monde est-il devenu l'empire des marques? Vous citez l'exemple Coca dans votre livre. Je crois que oui, je crois que enfin, on peut pas faire un pas dans la rue sans tomber sur des tonnes de pubs. À la télé, il y a des torrents de publicité. Sur Instagram, il y a des torrents de publicité entre deux booktubes. Donc oui, il y a partout des publicités et donc il y a partout des marques et donc oui, d'une certaine manière, c'est une sorte d'empire des marques. Et cette réflexion, en fait, elle m'est apparue d'une façon presque lumineuse, je dirais. Dans d'autres pays, puisque j'ai eu cette idée, cette phrase-là quand j'étais en Asie, et j'étais à Bangkok, je crois, ou à Tokyo, et, parce que je promène pas mal dans ces régions-là. Et là-bas, c'est des gratte-ciel, et à chaque étage, il y a des enseignes lumineuses, des logos de marques. Et donc, c'est encore plus frappant qu'ici, parce qu'ici, à la limite, on est un peu préservé, mais en Europe occidentale, en France, en Belgique, etc. Mais en Asie, c'est partout. Et du coup, alors, quand on est étranger, on ne se rend pas compte parce qu'on ne comprend rien. C'est écrit en idéogramme, en kanji, c'est complètement incompréhensible. Mais pour les gens qui vivent là-bas, qui savent lire, ben, en fait, c'est que des pubs partout, quoi. Et puis, en plus, ils n'arrêtent pas de crier dans la rue. Alors, maintenant, je ne comprends rien, mais c'est des pubs qui sont criées. Et donc, oui, moi, je crois qu'on est envahi de marques. Et c'est pour ça que je voulais essayer de décrypter ce phénomène, donner des clés de compréhension et peut-être aussi donner des clés pour les plus rebelles de rébellion, mais aussi des clés pour s'en détacher et voilà, essayer d'en tirer parti. Et vous imaginez un monde sans les marques? À quoi ressemblerait-il? Alors, dans le roman, j'imagine un monde où les marques périclitent, puisque il y a un petit côté dystopique à la fin du roman. Donc effectivement, j'imagine un monde dans lequel les marques n'ont plus le pouvoir d'influence qu'elles ont aujourd'hui, et donc elles perdent leur puissance. Et donc je pense que ça peut être un monde qui est sans doute probablement plus authentique et où les entreprises du coup auraient un discours qui serait non plus fondé sur des techniques qui excitent en permanence nos désirs primaires pour essayer de tirer notre attention forcément au bénéfice enfin forcément qu'on dit quand on a des pubs pour du chocolat, de la malbouffe dans les métros, quand on a des pubs où c'est photoshopé de partout, donc c'est des personnages irréels, et qu'on essaye de nous faire acheter des voitures avec des femmes qui ont des belles jambes, qui sont assises sur le capot, c'est clairement des choses qui font appel à nos instincts primaires et qui ne nous sortent pas grandis. Et même quand on regarde la plupart des émissions de divertissement, de télé-réalité, etc., ça fait appel, c'est du clash, c'est un peu de trash, un peu de voyeurisme, et donc ça fait à chaque fois appel à nos désirs primaires et pas à notre intellect. Et du coup, dans la fin des idoles, ben, j'imagine un monde où, en fait, l'homme parvient d'une certaine manière, à s'immuniser contre ces tentatives d'exciter en permanence nos désirs primaires. Et du coup, c'est un monde qui est beaucoup plus fondé sur de la raison ou des émotions beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques. Et donc, les entreprises se concentrent sur une communication qui est plus rationnelle et plus authentique et moins sur des discours primaires un peu manipulateurs. Alors maintenant, c'est une question qui me taraude un peu par rapport à Paloma. Comment l'avez-vous façonné? D'autant plus que j'ai l'impression que le blush et les joues creuses n'ont pas de secret pour vous. Alors, Paloma. Bon, Paloma, c'est un croisement entre plusieurs personnalités, dont une belge. Donc Paloma, je l'ai imaginé, au début, Paloma, au début du roman, c'est une sorte de mélange entre Loana et Nabila. Donc elle a un côté starlet de télé-réalité, touchante, parfois un peu luche, mais touchante, qui se fait quand même assez manipulée, qui est obsédée par le désir d'être célèbre, à tout prix, coûte que coûte. Elle accepte tous les dîners pour faire ça. Et puis au fil du roman, et alors là il faut lire pour savoir comment, finalement elle
prend un peu de recul par rapport à tout ça, elle se met à dire, comme ici, et donc elle se cultive, elle lit, et puis elle finit même par écrire, et pour une raison qu'on comprend dans le texte, elle porte aussi de grands chapeaux à large bord, et donc quand je vous parle d'une femme belge qui porte de grands chapeaux et qui écrit, vous pensez à quelqu'un en particulier? Amélie Nothomb, voilà, donc en fait, Paloma, c'est une sorte de Loana Nabila qui peu à peu se transformerait en Amélie Nothomb. Eh bien, dis donc. Alors, une autre question, il y a un personnage phare, c'est Jerem Star, mais vous l'appelez Jem Star. Alors, oui, en fait, c'est un personnage qui est inspiré du blogueur de télé-réalité, Snapchatter, Instagrammeur, assez célèbre et qui, je crois, est intervenu dans cette librairie à cette place même. Voilà. Et on a eu un long débat avec mon éditeur. Est-ce qu'on laisse Jerem Star? Est-ce qu'on l'appelle Jerem Star? Comme il est un tout petit peu différent du vrai Jerem Star, du coup, j'ai mis Jerem Star. Mais voilà, c'est très très inspiré. D'ailleurs, il fait des interviews dans une baignoire avec des starlets de télé-réalité. Donc, c'est effectivement des choses qu'il a fait en vrai et qu'il fait dans le livre avec Paloma. Alors, à la page 140, vous écrivez « Avec le numérique, le monde devient virtuel. Tout se passe de plus en plus à l'intérieur du cerveau. Le but de votre personnage Lynn est par ailleurs de domestiquer le cerveau comme la nature. Vous le craignez, vous, ce virtuel ?» Ben, c'est quelque chose que... Alors, je crois que c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai qu'on a vu un film récent qui est... comment ça s'appelle? C'est le Spielberg, là, le Ready Player One. Ready Player One, voilà, qui est vraiment complètement virtuel et voilà, tout se passe. Et donc, en fait, tout ce qui nous arrive, en fait, c'est interprété et c'est interprété par le langage, par le cerveau. Et donc, effectivement, c'est plus complètement de la réalité, c'est toujours interprété par la collectivité, par l'esprit humain. Et du coup, Lynn, elle sait que notre cerveau il fonctionne avec un certain nombre de pièges. Le micro ne fonctionne plus, de nos instincts, de nos désirs primaires. En fait, il y a plein de biais dans la façon dont notre cerveau fonctionne. Et du coup, Lynn, elle essaye de corriger ces biais, d'une certaine manière. Et comme tout se passe de plus en plus dans notre cerveau, c'est quand même important de le maîtriser au maximum et pas se faire manipuler par les premiers biais. Alors, dans une interview, vous déclarez utiliser les mêmes techniques que les médias et les séries pour rendre votre roman addictif. Et personnellement, je trouve que cela fonctionne très bien. Quel a été le processus d'écriture de ce premier roman? Alors, effectivement, j'ai essayé de rendre La fin des idoles addictif au sens où on a envie de tourner les pages, de savoir la suite. Et donc, je me suis inspiré pour ça de l'écriture de séries télévisées. Alors, je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, le plus grand concurrent de la lecture et du livre, c'est peut-être la série, c'est peut-être Netflix. Et donc, je me suis inspiré de cette technique d'écriture-là. Et moi, j'ai eu la chance aussi de travailler pour un service qui s'appelle Orange Cinéma Série en France, où il y a pas mal de séries françaises et internationales. Et donc, je me suis inspiré de cette écriture-là pour donner le rythme. Donner le rythme, le souffle. Ça marche? Ouais. Et voilà, donc j'ai essayé de donner ce rythme-là. Et comment j'ai fait? Alors en fait, moi, chaque écrivain a sa méthode. La mienne, ça a été vraiment de construire comme dans un film ou dans une série, un séquencier d'abord. Donc avant même de rédiger, j'ai travaillé chaque personnage en lui donnant un arc dramatique, pour que chaque personnage se transforme et évolue au cours du roman. Et ensuite, j'ai mélangé tous ces personnages dans un séquencier qui m'a donné une liste de scènes. Donc, une centaine de scènes dans La fin des idoles, avec à chaque fois un événement qui est important pour l'un des personnages. J'ai mis ces scènes les unes après les autres, j'ai vérifié que tout a tourné. Et c'est seulement une fois que j'ai eu cette trame-là que je me suis mis à rédiger, proprement dit, le roman. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé les enchaînements, la fluidité,
Pourquoi on a envie d'aller vite, de tourner, etc. Qu'on soit intrigué par la lecture. Et ça fonctionne très très bien. Et vous l'avez lu en combien de temps d'ailleurs? Coupé sur 2 jours, je dirais 6 heures. Wow, 6 heures. Ouais. Moi j'ai eu 3 ans à l'écrire. Alors, quand le personnage de Paloma sort d'une émission dans laquelle on tente de la soigner pour son obsession d'être célèbre, elle lit énormément. Vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs, après elle se met d'ailleurs à écrire. Quels sont vos livres à vous? Alors, moi je suis un grand fan de littérature étrangère et en particulier littérature japonaise et littérature russe. Et en russe, j'ai lu beaucoup de Dostoïevski, des écrivains de ce type où il y a à la fois une intrigue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues. C'est des romans qui étaient déjà publiés en feuilleton au 19e siècle, donc il y avait déjà un petit côté addictif dans ce type d'écriture. Et puis au Japon, j'étais inspiré par des auteurs comme Mishima ou comme Kuromata, avec là une sorte de vision du monde un peu décalée pour un Européen en tout cas, et du coup j'ai essayé de nourrir dans les idées qui sont développées ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le thème de la fin des idoles, il y a quelques références à tout ce qui est méditation, tout ce qui est bouddhisme, voilà, qui est extrêmement important en Asie, qui se développe évidemment aussi en Europe, et qui est probablement une façon, la relaxation, de contrer tous les assauts qu'on a quotidiennement de la part des marques, toutes les notifications, des réseaux sociaux, qui fait que quand on prend son téléphone souvent pour vérifier quelque chose, et ben souvent on oublie pourquoi on l'a allumé et on se retrouve à farfouiller dans son Facebook ou dans son Twitter, enfin, c'est terrible. Et voilà, et des techniques de méditation qui sont héritées de la sagesse indienne, asiatique, etc. J'ai essayé de les développer dans la littérature. Donc ça, j'ai un héritage assez de littérature étrangère. Et puis en ce moment, je lis un peu pas mal de littérature contemporaine, de rentrée littéraire. Ne serait-ce que parce que j'ai pas mal d'amis qui sont auteurs, et on se rencontre souvent dans des salons, donc j'aime bien aussi lire ce que j'aime écrire. Et quel est votre dernier coup de cœur? Alors, mon dernier coup de cœur, c'est. Je pense que j'en ai un pour le livre que je suis en train de lire là. L'auteur s'appelle La Deux Boucles, qui s'appelle Je Tue. Un livre d'amour un peu violent, très très bien écrit. Et puis, j'ai eu un coup de cœur récemment, d'ailleurs, j'ai fait une chronique dessus sur un roman d'une petite maison d'édition qui s'appelle Phébus et qui s'appelle Un dieu dans la machine, et c'est un roman intéressant parce qu'il parle de big data. Donc c'est assez étonnant, ça parle aussi de réalité virtuelle. Et donc voilà, c'est des thèmes qui sont connexes à la digital. Donc je trouve ça un auteur qui s'appelle Alexis Broca. Alors sur V19, la chaîne télévisée imaginée dans le roman, Lynn rêve de présenter un jour une émission sur ce que pourrait être la liberté absolue. À la page 436, vous posez même cette question. Qu'est-ce que la liberté? En disant qu'elle n'existe pas, qu'elle est interdite. Pourquoi? Alors là, vous posez cette question, mais en fait, c'est pas moi qui pose la question, c'est un des personnages. Et en fait, effectivement, à la fin du roman, en fait, Lynn essaie de réaliser ce pourquoi elle a travaillé depuis le début de l'écriture du texte, qui est d'essayer de libérer le public de l'emprise des médias et donc d'apporter la liberté au public. Et c'est ce qu'elle fait dans l'émission qui termine le livre. Il faut lire pour savoir comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. Et par contre, l'opposant principal de Lynn, qui est Gerhardt, qui est le fameux psychanalyste qu'on évoquait tout à l'heure, lui dit de toute façon, la liberté n'existe pas, la liberté est interdite. C'est une citation célèbre de Lacan, en fait, la liberté est interdite, au sens où on ne peut pas la dire, elle ne peut pas s'attraper, on ne peut pas la saisir, c'est quelque chose qui est inaccessible en fait. Et donc lui considère que la liberté n'existe pas. Et c'est en fait il y a un débat entre ces deux visions complètement opposées du monde, et à la fin, c'est au lecteur de se forger son opinion en fonction des arguments des uns et des autres. Et c'est drôle parce que j'ai des lecteurs qui sont plutôt pour le livre, pour la neuroscientifique, pour une approche assez rationnelle des choses, et puis j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus sur les concepts un peu de la psychologie d'analyse, de philo, et donc qui sont plutôt proches de Gerhardt. Et donc c'est vraiment au lecteur de se forger son opinion. J'en ai certains qui sont plus proches de Paloma. Alors vous écrivez, l'important c'est de donner le meilleur de soi. C'est ce
que vous faites avec ce premier roman? Bah, je sais pas si j'ai donné le meilleur, en tout cas j'ai essayé de faire ce que je l'ai réécrit au maximum jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est difficile de développer encore. Et oui, je me suis beaucoup investi puisque j'ai mis plus de 3 ans et demi à l'écrire. Je sais pas si j'ai réussi à le faire de moi, mais en tout cas j'ai essayé. Alors, c'est un roman qui parle énormément de désir également. Quels sont vos plus grands désirs concernant la société? Je suis assez inquiet par le monde qui se dessine. Vous avez tous entendu parler de l'élection au Brésil lundi, extrême droite, des propos haineux dans tous les sens, contre un peu tous les types de population, et un rôle important joué par le numérique, puisqu'on dit qu'au Brésil, WhatsApp a été extrêmement utilisé par les partisans du président élu. On a vu des phénomènes similaires avec l'élection du président Trump aux États-Unis. On voit une montée un peu partout de la haine. Quand vous allez sur Twitter, moi je suis frappé, parce que Twitter c'est un mélange entre à la fois des tweets institutionnels faits par des politiques ou des marques et autres, et puis des tweets haineux de trolls qui ne donnent même pas leur nom, qui sont peut-être des robots fabriqués en Russie, on ne sait pas. C'est très. Et il y a une espèce de déferlement de haine, et je trouve ça extrêmement inquiétant. Et c'est en ça que je dis aussi, justement, le numérique, c'est quelque chose qui favorise nos instincts les plus primaires, et cette haine, c'est aussi quelque chose qui est très primaire en l'homme. Voilà, et mon désir pour la société, c'est peut-être qu'elle trouve un peu plus de sagesse, et qu'elle s'approprie le numérique pour le bien de l'humanité, pour le bien de la planète, et pas forcément pour que ce soit, pour qu'on se transforme tous en trolls et en extrémistes. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui aimeraient poser une question à Nicolas. Oui, je t'apporte le micro. Non, c'est bon. Mais je voulais juste savoir comment tu as choisi le titre, en fait. Voilà. Alors, en fait, c'est très très bien. C'est vraiment une excellente question parce que je me suis cassé la tête sur le titre. Alors, au début, il ne s'appelait pas comme ça. Au début, il s'appelait Obsession Célébrité, qui est le titre de l'émission, de la première émission du livre. Et puis, il y avait un E à l'envers. Le E de Obsession était à l'envers. Parce que, en fait, pour aider beaucoup de lecteurs à deviner que ce qu'il allait dire, c'était quand même. Il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup de façons différentes de lire le livre. Peut-être des retournements à la fin qui font qu'on a une lecture toute différente, comme dans certains films où il y a des twists à la fin qui invitent à revoir tout le film en disant mais finalement j'ai peut-être vu un autre film que ce que je peux en... Enfin, peut-être que ce qui se passait c'est pas exactement ce que j'ai cru qu'il se passait et peut-être que je revisite toute l'histoire. Donc ça c'était le titre initial, Obsession Célébrité. Et puis je pense que c'est un titre qui pourrait être bien notamment pour un film original. Ça fait quand même, ça faisait peut-être un peu trop polar ou peut-être chic, je sais pas trop, et pas forcément littérature blanche. Et comme c'est quand même un roman qui est exigeant, où il y a beaucoup de réflexion, voilà, c'est vraiment un roman de littérature générale. Avec mon éditeur, on s'est dit qu'il fallait probablement trouver un titre un peu plus littéraire, et donc là, c'était le brainstorm extrêmement difficile. Donc j'ai écrit des tonnes de projectiles partout sur les murs, dans ma cuisine, sur des post-it, enfin, c'était effroyable, il n'y en avait aucun qui tenait, vraiment aucun, c'était la catastrophe. Et puis, un jour, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas la fin des idoles, ça m'est venu comme ça. Et alors si, j'avais un autre titre qui était l'effondrement des idoles, l'effondrement c'était trop violent. Et la fin des idoles, je trouve ça drôle parce que c'est, à la fois il y a une petite référence à Nietzsche, il y a aussi une petite référence à un livre de Michel Onfray qui s'appelle Le crépuscule d'une idole, qui est un livre sur Freud, il y a de la psychanalyse, voilà, il y a un petit clin d'œil à Michel Onfray, qui est aussi un penseur qui apparaît dans le livre, parce qu'il y a des personnalités que chacun connaît qui apparaissent, comme Michel Onfray, Yann Barthès, Philippe Tétrault, Auguste Saint-Martin. C'est assez drôle de les retrouver dans le roman, parfois il y a des bêtises. Et puis, il y avait aussi cette idée de l'idole qui, en fait, c'est le star system, la fin des idoles, ça veut dire aussi
l'effondrement, la fin du star system. C'est aussi ce que vise l'héroïne, puisqu'elle vise à nous guérir de notre obsession pour la célébrité et donc pour les stars. Voilà. Une autre question? Pas de questions? N'hésitez pas à lever le bras. Moi aussi, des fois, je suis à votre place. Là, j'avais peur de parler dans le micro. Je l'ai fait. Non? Écoutez, merci Frédéric de m'avoir invité pour animer cette rencontre avec Nicolas. J'ai été ravi de faire ça ce soir en votre compagnie et je vous le laisse pour, si vous voulez voir un peu le bouquin, l'acheter, le faire dédicacer, Nicolas. Tout simplement. Voilà. Et merci à vous. Merci. Oui, et on l'a pas dit, mais c'est quand même le premier roman. Je suis un auteur qui démarre, donc voilà. Ce que vous pouvez pas pour m'encourager, forcément, c'est pas facile quand on est un premier auteur. Même si j'ai la chance de faire beaucoup de dédicaces et une petite tournée en ce moment dans pas mal de librairies et salons littéraires tous les week-ends. Question du Nord.